Évidemment, il y a aussi des micro-agressions sur d'autres personnes, même des Canadiens, ceux qui sont déjà Canadiens aussi, vivent des micro-agressions sans le savoir. C'est pas parce qu'on a sa masculinité, évidemment. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce point-là, j'aimerais vraiment mettre le point ou l'accent plus sur nos vaillants hommes africains qui, vous savez, un homme. 10 choses que j'aurais aimé savoir sur la santé mentale des immigrants au Canada. Bonjour à tous. Bonjour, chers abonnés. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier à vous qui se sont abonnés à Destination Case. Et aussi, merci au retour à tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, sur WhatsApp, sur notre plateforme Facebook et tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok. Merci à vous de votre confiance, de nous avoir écrit et tout. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute sur le sujet concernant la santé mentale des personnes immigrantes au Canada. Pourquoi? Parce que je m'adresse évidemment à toi. Toi, cette personne immigrante qui est déjà au Canada et évidemment aussi ceux qui rêvent, de venir au Canada, découvrir que la santé mentale est bel et bien là. Alors, c'est souvent parmi nous, les personnes immigrantes, ignorons souvent ces petits lapsus-là, c'est-à-dire ces problèmes qui réagissent en nous et qu'on ignore en pensant que, évidemment, ce n'est rien. Mais on reçoit souvent, notre corps nous alerte sur le moment où il faut aller consulter, où il faut aller chercher de l'aide. Alors, je veux vous nommer les 10 choses que j'ai notées pour vous, pour nous tous évidemment, parce que je suis bel et bien concernée aussi, à savoir sur la santé mentale des immigrants au Canada. 10e chose, j'ai noté pour vous la surcharge des responsabilités. Dans la surcharge de responsabilité, j'ai mentionné cette pression qu'on a de réussir pour soi-même et pour nos familles qui sont restées dans nos pays natifs, qui créent en nous ce qu'on appelle le burn-out. Alors, dans cette situation-là, nous rencontrons pas mal d'immigrants qui sont arrivés ici. Mettons, si on parle des étudiants internationaux qui payent trop cher, que les parents envoient ici en disant « Ah, je vais travailler et je vais pouvoir aussi étudier en même temps sans savoir comment les choses se passent ici. » Alors, arrivé là, en vivant la situation, comment ça se passe, vous savez, il y a certaines familles qui vendent leurs champs, qui vendent leur maison, qui vendent tout, en envoyant leur enfant, évidemment, au Canada, dans l'espoir que cet enfant réussisse. Alors, arrivé ici, ils rencontrent la situation de la vie qui est vraiment différente de ce à quoi ils s'attendaient, de ce à quoi ils rêvaient, dont la majorité qui est la difficulté de trouver un travail. Alors, vous savez ce que ça crée. Du coup, cette personne se retrouve dans un problème vraiment très mental. Je veux dire, d'abord la honte de mentionner à ses parents que je n'ai pas pu réussir à avoir ce que je vous ai promis ou ce que vous vous attendez à ce que je puisse avoir. Donc, nous allons décortiquer ça dans les prochaines vidéos à venir, évidemment, avec plein de témoignages des personnes qui sont passées par là. 9e chose, j'ai noté des problèmes intergénérationnels. Alors, dans des problèmes intergénérationnels, il y a souvent des conflits parents-enfants entre les cultures d'origine puis les cultures du pays. Ça, c'est quelque chose de vraiment fréquent. Et c'est même une situation que même ceux qui sont là depuis des années, vraiment des années, ont parfois du mal à digérer. Alors, c'est vraiment une relation que, vous savez, au pays, si je parle en particulier en Afrique, nous avons une relation parent-enfant qui est vraiment où tu sais que c'est ton parent, il y a des sujets que tu ne peux pas aborder avec tes parents. Versus ici, l'enfant a l'audace de te parler de manière ouf. Tu te demandes, mais est-ce qu'il sait qu'il s'adresse à son parent ou qu'est-ce qu'il pense? Alors là-dedans aussi, nous allons évidemment décortiquer, apporter
pas mal des idées et des astuces, vous aider évidemment à bien gérer cette relation-là. Évidemment, je vous en parle parce que moi aussi, je suis mère de 3 enfants, 3 filles. Donc, effectivement, j'en ai eu ici. Et vous savez, moi, je suis née en Afrique. Alors, l'éducation que j'ai eue en Afrique, le transmettre à des enfants qui sont nés puis grandissent ici, c'est déjà quelque chose de très délicat, très, très délicat. Alors, ajouter à ça des enfants versus en plus des enfants qui sont nés, qui arrivent ici tout jeunes, tout petits, qui grandissent ici. Donc, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qu'on vit là-dedans, qu'on traverse moralement, psychologiquement, mais qu'on a besoin de trouver, de se découvrir en fait, de découvrir qu'est-ce que c'est qu'on ressent, c'est qu'on vit, c'est quoi. Est-ce que c'est un problème de santé mentale pour pouvoir aller consulter ou trouver de l'aide par rapport à ça? Alors, la huitième chose, j'ai parlé du tabou culturel. Alors, dans le tabou culturel, on voit dans certaines cultures, parler de santé mentale est vu vraiment comme une faiblesse ou une honte. Ça, je dirais, c'est quelque chose que j'ai pas mal de témoignages là-dedans. Moi, dans mon cas à moi, je ne suis pas gênée de parler de problèmes de santé mentale. Quoique, vous n'allez pas me croire, mais savez-vous que ce n'est qu'arrivé au Canada que j'ai su c'était quoi un stress. Le stress, je ne le savais pas avant, mais arrivé ici, j'ai commencé à vivre des problèmes. Je vais dire, je savais pas, je me sentais malade, j'avais des trucs qui se passaient en moi. Alors quand je suis allée voir mon médecin, il m'a annoncé que j'avais des symptômes de stress. Et je lui ai demandé c'était quoi un stress. Alors pour cela aussi, nous allons évidemment passer un moment des vidéos là-dessus pour en décortiquer et en parler plus. Alors, le 7e élément, je vous ai noté un manque d'accès aux services. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent et qui touche encore les immigrants jusqu'à aujourd'hui en 2025, évidemment. Alors dans ce manque d'accès aux services, nous retrouvons qu'il y a peu d'informations ou de soutien en français ou dans les langues d'origine des personnes immigrantes. N'oubliez pas que quand une personne immigrante arrive ici, surtout les personnes qui arrivent, bon, je ne vais pas rentrer un peu dans les détails, mais il y a des immigrants, pour dire en général, qui arrivent, qui ne parlent ni français ni anglais. Alors quand ils arrivent, il faudrait qu'ils apprennent la langue, il faudrait qu'ils s'intègrent en général. Alors ces personnes-là, s'ils ont besoin d'en savoir plus sur comment faire ci, comment faire ça, ils n'ont personne dans leur langue pour leur expliquer. Alors il faut qu'ils se débrouillent. Il y en a qui vont aller dans leur communauté, trouver une personne qui va les amener à gauche-droite. Sauf que l'erreur là-dedans est aussi que la chose, je vais dire, l'expérience que une personne vit n'est pas forcément l'expérience à conseiller à l'autre personne. Nous reviendrons aussi sur ces sujets-là parce que c'est quelque chose de très, très délicat que beaucoup d'immigrants font face à cela en disant « Ah, il m'avait dit que si lui, il avait fait ça, je dois faire la même chose aussi. Pour lui, ça a marché, mais pour toi, ça n'a pas marché. Pourquoi ?» Nous reviendrons sur ce sujet-là dans les prochains mois. Alors, 6e point. J'ai noté pour vous le traumatisme pré-migratoire. Alors, dans le traumatisme pré-migratoire, certains immigrants qui sont arrivés ont vécu des guerres, des violences ou des préoccupations souvent non traitées. Alors, comme vous le savez bien, dans certains pays africains, peut-être même dans tous les pays africains, peu importe la violence à laquelle vous faites face, c'est souvent très rare, voire même impossible qu'on vous recommande d'aller voir un psychologue pour discuter sur le trauma que vous avez vécu. Vous allez vous faire soigner évidemment par un médecin et puis après ça,
on oublie de soigner aussi vos côtés mentaux. Et il y a dans d'autres cas aussi, certaines remettent ce côté-là mental à la prière. Je dis pas que c'est mauvais, mais il y a quand même, c'est quand même évident de se faire soigner par un spécialiste. Nous en reviendrons aussi sur ce sujet. Dans le cinquième point, j'ai noté pour vous des barrières linguistiques. Pour ceux qui ont visionné mes précédentes vidéos, je vous ai parlé aussi de ce point-là, que même si vous arrivez en sachant déjà parler français, parler les deux langues qui est l'anglais et le français ici au Canada est mieux pour avoir vraiment beaucoup de portes, beaucoup d'ouverture sur le marché d'emploi. Alors, les barrières linguistiques, c'est vraiment une difficulté à exprimer pour les immigrants, à exprimer leurs émotions ou à consulter un professionnel de la santé mentale. J'en connais vraiment des témoignages de personnes qui sont arrivées ici qui ont ce complexe-là parce qu'ils ne parlent pas bien français. Alors, ils se sentent très complexés à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dire ce qu'ils ressentent. Chance, nous inviterons bien sûr ces personnes-là à venir témoigner de leur expérience ici et ainsi nous pourrons ensemble trouver comment briser ces barrières. Dans le quatrième point, j'ai noté pour vous la discrimination et le racisme. Alors, il y a ce qu'on appelle des micro-agressions et des barrières systémiques qui affectent le bien-être mental. Ça, c'est quelque chose que si vous n'avez pas l'habitude de vivre ça, il y en a que vous savez, il y en a de personnes qui ont vécu de micro-agressions depuis leur pays d'origine. Mais par ignorance, ils ne savent pas que ça s'appelle micro-agression. Ils ont pris ça comme quelque chose de normal. Alors, arrivé ici, ces micro-agressions continuent à travers d'autres personnes. Du coup, ils ont normalisé ça depuis leur pays, depuis leur famille, depuis leur entourage. Et ils ne savent pas que ce qu'ils vivent, leur entourage est en train de leur faire, c'est ce qu'on appelle micro-agression. Ou ce qu'on dit, ce que je viens de mentionner, des barrières systémiques. Alors, c'est des petites choses que nous allons mentionner, citer quelques-uns de ces micro-agressions, afin que vous puissiez vous retrouver là-dedans et que vous puissiez savoir aussi c'est quoi les mesures à prendre si jamais vous vous reconnaissez et que vous découvriez en fait à partir de cette vidéo que ce qu'elle dit, je le vis dans mon milieu de travail, je le vis avec mes collègues, je ne sais pas, mes camarades étudiants ou mon entourage ou peu importe. Ainsi, comment vous pouvez agir. Et dans ce point-là de discrimination et racisme, je sais que la plupart des immigrants qui arrivent ont tendance à se laisser aller, à se juste dire « Oh, c'est pas grave, oh, c'est rien, oh, je ne l'ai pas pris mal ». Ou moi, j'en ai souvent entendu dire « Ah, ça, ce sont les trucs du Canada ». Évidemment, c'est des trucs du Canada qui nous permettent de savoir que nous avons tous une valeur et nous devons nous faire respecter. Alors, si tu es un étudiant international, dans les universités, il y a des bureaux, vous pouvez vous adresser, aller voir à votre registraire de l'université, puis demander à qui vous pouvez parler, car vous êtes en train de vivre des micro-agressions avec peut-être vos collègues ou même vos professeurs aussi, ça peut arriver. Pour les immigrants qui sont nouvellement arrivés, c'est-à-dire des réfugiés par exemple, vous aussi, vous pouvez être victime de micro-agressions. Alors, vous pouvez également aller voir votre agent de travailleur social ou même l'avocat qui s'occupe de votre dossier de demande pour faire une plainte sur votre micro-agression. Et évidemment, il ne faut pas juste aller comme ça parce que vous avez subi un élément puis vous courez « Ah, c'est une micro-agression, je vais aller faire une plainte. » Non, il faut évidemment amener des éléments qui vont appuyer cela. C'est très important aussi. Évidemment, il y a aussi des micro-agressions sur d'autres personnes, même les Canadiens, ceux qui sont déjà Canadiens aussi, vivent des micro-agressions sans le savoir. C'est pas parce qu'on est arrivé au Canada depuis 20 ans, 40 ans, 50 ans qu'on sait tout. Non, on finit jamais de découvrir dans ce pays ici.
Alors, nous allons en découvrir ensemble. Donc, troisième élément que j'ai noté pour vous, c'est le stress économique. Alors, dans le stress économique, je mentionnais les difficultés à trouver un travail, à trouver un emploi à la hauteur des compétences. Et cette pression financière aussi qu'on a face à la famille d'abord présent ici au Canada et aussi face à la famille qui sont restés dans nos pays natifs. Et voir aussi la perte, tout ça nous amène à une perte d'estime de soi, qu'on le veuille ou non. Et la plupart des personnes, je vais dire la majorité, et dans ce cadre-là, dans ce point-là, j'aimerais vraiment mettre le point ou l'accent plus sur nos vaillants hommes africains qui, vous savez, un homme en Afrique est vu comme le chef des familles, c'est lui qui nourrit sa famille, c'est lui qui fait tout. Alors quand il arrive ici, il n'a pas d'emploi, il ne peut rien faire. Il perd vite une estime de soi par rapport à sa masculinité, évidemment. Donc, ça commence à vivre des problèmes de santé mentale, qu'ils le veulent ou non. Et ça, c'est quelque chose aussi que c'est vraiment fréquent ici. Même déjà en Afrique, un homme ne veut jamais prétendre qu'il a un problème de santé mentale. Pourtant, c'est un humain comme tout autre. C'est un humain comme une femme. Nous sommes tous humains, nous avons tous des forces et des faiblesses. Alors, nous allons discuter sur ça avec des spécialistes qui vont vous donner des stratégies, évidemment, sur comment vous pouvez dévier cette estime de soi, comment vous pouvez marcher sur cet ego-là, puis aller chercher de l'aide. Alors, deuxièmement, j'ai noté l'isolement social. Dans l'isolement social, je mentionnais le manque de réseau familial ou communautaire qui peut provoquer évidemment ce qu'on appelle la solitude, l'anxiété, voire même la dépression. Évidemment, lorsqu'on quitte chez nous, je vais dire dans notre pays, nous vivons plus souvent en communauté. On passe le temps à rire avec des voisins. J'en connais même qui laisse pour aller faire un tour au marché ou pour aller rapidement à un rendez-vous, il peut laisser son enfant à son voisin puis aller rapidement et revenir. Malheureusement, ici, ça ne se passe pas comme ça. Que vous soyez même avec vos familles, quand je dis famille, c'est famille directe, respective, ça peut être votre oncle, votre tante, votre famille. Alors, ça peut être très difficile de demander à la tante ou à la sœur, à la grande sœur ou à la petite sœur de vous garder votre enfant pour aller rapidement à un rendez-vous. Il faudrait prendre rendez-vous avec. Il n'y a plus de « Ah, c'est ma sœur, je veux juste lui dire de me garder mon enfant. » Non, ça ne marche plus ici. C'est « Ma sœur, mon frère, pourrais-tu me garder mon fils, s'il te plaît? » Oui, avec un « s'il te plaît » qui vient. Sinon, il a le droit de dire non. Et tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Et j'ai déjà assisté à ce scénario-là où il y a une fille qui évidemment demandait à sa petite sœur de garder son bébé. La petite sœur a dit non, ils se sont disputés et elle a dû appeler l'Afrique, les parents en Afrique, pour dire que ma sœur ne me respecte plus. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé de garder mon enfant et en plus, je lui ai dit pourquoi. Tout ce qu'elle m'a répondu, c'est j'ai le droit. Pour qui elle se prend? Donc, oui, c'est son droit. Effectivement, c'est son droit. Et c'est ça qui affecte beaucoup les relations ici. Parce que quand des personnes comme ça arrivent, puis qu'ils apprennent, ils savent qu'ils ont le droit de ci, de ça, de ceci, de cela, eh bien, c'est tout à fait normal, comme je mentionnais. Nous sommes tous humains, alors on devient un peu plus... je ne veux pas dire autant, mais on ressent un peu comme une confiance en soi en se disant « Ah, je pourrais faire plus, je pourrais faire mieux, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça parce que j'ai ce droit-là de le faire. » Donc, comment gérer ça? Comment arriver à garder cette harmonie-là familiale? Comment arriver évidemment à aller chercher de l'aide pour un problème-là qui crée... souvent la dépression, la santé mentale, parce que quand on devient dépressive, à partir de ce moment-là,
on ne le sait pas et ça nous amène à créer des gauche-droite. On ne voit plus le mal chez nous, on voit le mal chez les autres. Donc, je vais passer au premier point que j'ai noté pour vous, qui est le choc culturel. Alors, le changement de la culture, le changement de la langue, de climat, et entraîne souvent un stress psychologique intense. Ça, n'importe quel immigrant qui est arrivé ici au Canada peut vous dire la même chose. Le climat, beaucoup vont parler surtout du climat. La langue, bon, ceux qui parlent déjà français en arrivant ici, ça va, ils se sentent à l'aise, mais ils commencent à avoir un petit choc lorsque ils se mettent à la recherche du travail ou d'une formation où on exige l'anglais. C'est là que ça devient très choquant en disant je suis partie d'un endroit où ça ne demandait pas tout ça et là à mon âge je dois encore commencer à tourner ma langue pour apprendre et concentrer mon oreille pour mieux écouter. Donc c'est vrai que c'est choquant, on a envie d'abandonner, on se sent vraiment on se sent faible face à ces défis-là. Et il y a aussi la culture, hein. On arrive dans une culture ici où tout est ouvert, il n'y a pas de tabou. On est dans un pays où nos garçons peuvent se sentir femmes, ou aussi nos femmes peuvent se sentir hommes. Donc c'est quelque chose, c'est la culture aussi, c'est tout. Alors vous pouvez aussi envoyer vos enfants, surtout que maintenant aussi c'est permis dans les écoles. Donc vous voyez un peu que vous comprenez, vous faites face à cela partout où vous êtes, école, supermarché, travail et tout ça là. Et ça pourrait créer en vous ce qu'on appelle un choc culturel qui peut vous rendre dépressif, qui peut même vous amener au burn-out. Donc, nous aurons évidemment des Big Mac avec ça, des petites astuces qu'on va apporter sur ce sujet-là pour vous amener évidemment à vous apporter, je veux dire, du soutien ou des idées sur comment gérer ça, comment aller chercher de l'aide pour traiter vos problèmes de santé mentale, car tous ces éléments ici font vraiment partie des problèmes de santé mentale qu'on ignore tous. Surtout quand on arrive nouvellement au Canada, on s'emballe plus par je vais découvrir le pays, je vais prendre des belles photos. Mais on voit des choses qui, à la longue, ça devient très... ça s'accumule et puis ça nous crée des problèmes. Certains vont évidemment pas comprendre, vont dire je me sens mal, je me sens pas bien, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai. C'est déjà des signes comme ça que vous avez un trauma mentalement qui vous dérange. Alors, sans plus tarder, merci encore de vous être abonné à Destination CASE. Partagez énormément. Merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Continuez le partage. Nous devons être nombreux pour discuter ensemble, briser des barrières, apporter des solutions. Évidemment aussi Destination CASE et une agence de voyage qui se met en place pour tous vos demandes de voyage pour l'Afrique ou autre pays, vers le Canada ou vers le Canada à d'autres qui voudront me contacter, qui ont des questions, vous pouvez vous abonner sur le lien que vous verrez affiché, en fait, qui vous conduira à mon numéro WhatsApp. Et évidemment, vous verrez le lien aussi Internet qui vous amènera vers un site où il y a évidemment tout de contact, je veux dire courriel et numéro de téléphone. N'hésitez pas à poser vos questions, à envoyer vos commentaires, vos critiques. Nous sommes vraiment ouverts parce que c'est aussi grâce à vous que nous nous améliorons. Alors, merci. Sans plus tarder, partagez, likez, abonnez-vous. Vraiment, encore, je répète, soutenons-nous vivants, aimons-nous vivants et à bientôt.